un câble sous-marin, c'est aujourd'hui le moyen principal qui est utilisé pour échanger des données entre deux liaisons séparées par un océan, c'est-à-dire en fait toutes les liaisons intercontinentales. Alors un câble sous-marin, on peut aussi dire que c'est la partie physique, l'infrastructure physique de l'Internet. Un câble sous-marin, les câbles sous-marins aujourd'hui supportent à peu près 99% des communications intercontinentales de l'Internet. Donc elles permettent aux utilisateurs d'Internet d'accéder aux ressources qu'ils souhaitent voir, écouter, consulter, à partir du moment où celles-ci sont situées sur un autre continent que celui où ils résident. Il y a eu une évolution en matière d'acteurs dans le domaine des câbles sous-marins. Initialement, les câbles sous-marins étaient plutôt des affaires d'État à État. Ces fonctions de création de câbles sous-marins, elles ont été transférées des États vers les opérateurs téléphoniques. Et les opérateurs téléphoniques sont restés plutôt sur une base d'association entre eux, ce qu'on appelait des consortiums. Donc ces consortiums d'opérateurs sont restés les acteurs principaux des câbles sous-marins. Et depuis les années 2010-2015, on a l'arrivée de nouveaux acteurs, avec d'une part les GAFA, donc les fournisseurs de contenu essentiellement Facebook et Google, qui sont aujourd'hui les principaux investisseurs dans le domaine des câbles sous-marins. Et puis d'un autre côté, on commence à voir les Chinois, notamment dans la logique des routes de la soie, développement de la puissance économique chinoise en dehors de ses frontières, qui commencent eux aussi à installer leurs propres câbles sous-marins. Aujourd'hui, le rapport de force, c'est celui de l'argent et de l'initiative. L'argent, aujourd'hui, il est du côté des GAFA. Les ressources des GAFA, elles sont juste gigantesques. Si je regarde ce que Facebook a investi dans le domaine des câbles sous-marins sur les 3 dernières années, moi, j'arrive à un total de 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars, c'est considérable. Aucun opérateur téléphonique ou consortium d'opérateurs téléphoniques ou de télécommunications n'est capable aujourd'hui de mettre sur la table des montants pareils. Ce qui fait que très rapidement, Facebook va devenir le premier acteur dans le domaine des câbles sous-marins mondiaux. Et puis après, il y a des aspects politiques, avec des pays qui se sont dotés d'une politique volontariste en la matière, et ça c'est le cas de la Chine, où la problématique financière est beaucoup moins prégnante. Par contre, on est dans une problématique de développement de la puissance économique, puissance politique, soft power de la Chine. Et ça s'appuie en partie sur un développement d'infrastructures de la Chine vers l'extérieur, dont des câbles sous-marins. Il n'y a pas non plus de planification globale de sécurité des câbles sous-marins. C'est-à-dire que quand un câble sous-marin est coupé, il n'y a pas d'autre solution que de rerouter le trafic qui passait par ce câble par un autre câble. Donc chaque opérateur ou utilisateur de flux entre deux points quelconques, par exemple sur l'Atlantique, s'assure sur une base individuelle qu'il dispose bien d'un certain nombre de moyens suffisants en nombre et en volume pour assurer une résilience du système. Les câbles sous-marins ne sont pas un média ni plus risqué ni plus sûr qu'une fibre optique terrestre qui traverse la campagne. Je dirais même qu'il est un peu plus difficile, et même beaucoup plus difficile, de réaliser une interception d'une fibre optique en haute mer. Il est toujours sain de partir du principe qu'aucun réseau physique, puisque là on est bien en train de parler de réseau physique, n'est sûr par lui-même. La sécurité, elle vient d'autre chose, elle vient de protocoles, de cryptage, de mesures qu'on ajoute sur le niveau physique, mais aucun niveau physique, et à plus forte raison une infrastructure qui représente plusieurs millions de kilomètres sous les mers, ne peut être considérée comme sûre par elle-même. Il n'existe pas aujourd'hui de technologie qui puisse venir concurrencer ces câbles sous-marins. Donc, en la matière, ce qu'on a vu ces dernières années, c'est une augmentation extrêmement importante du volume de données qu'on pouvait passer par un câble sous-marin et une baisse très importante du coût des infrastructures. Après, il y a un certain nombre d'expérimentations. On regarde comment est-ce qu'on pourrait utiliser le satellite. Il y a une technologie qu'on appelle des hyperlinks, c'est-à-dire qu'on prend un satellite qui est en orbite géostationnaire et on va faire 2 liens laser qui vont tirer sur la Terre entre 2 points distincts, et le satellite va permettre d'interconnecter à travers ces 2 liens laser ces 2 points.
Alors malheureusement, cette technologie n'est pas encore au point parce qu'elle est très dépendante des conditions météo, mais on peut penser qu'à terme, ce genre de technologie pourrait constituer une alternative à certains cas de câbles sous-marins. Mais on n'en est pas encore tout à fait là aujourd'hui.